Bienvenue dans ce tout nouveau format de vidéo que je vous propose, apprendre à construire une liste, et nous allons commencer avec les Blood Angels. Dans cette vidéo, nous allons d'abord parler donc des traits de chapitre, aussi bien les traits classiques que les super doctrines et les quelques bonus à prendre en compte que possèdent les Space Marines en général. Nous allons parler des reliques principales, on va dire celles qui sont vraiment les plus utilisées, les objectifs secondaires intéressants qui vont du coup influencer la construction de notre liste. Ensuite, lorsque l'on aura la liste d'armées en tête, on aura des unités prioritaires, des unités de soutien et offensives. Ensuite, nous parlerons un peu plus en détail de la liste et de ses différentes mécaniques. Et pour terminer, je vous fournirai quelques variantes qui existent dans le domaine compétitif, qui vous permettront ainsi de pouvoir construire votre propre liste en vous donnant une base. Commençons par les traits de chapitre. Et le trait de chapitre des Blood Angels est la Red Thirst. Celle-ci vous offre un bonus de +1 à l'advance et à la charge, mais aussi, lorsque vous avez chargé, êtes chargé ou effectué une intervention héroïque, vous gagnez un +1 pour blesser. Donc pour commencer avec ce premier point qui vous offre un bonus de +1 à la charge, et à l'advance évidemment, mais la charge va être la plus pertinente. Car nous allons avoir beaucoup d'unités en jump pack, donc avec des réacteurs dorsaux, qui vont pouvoir avoir la règle Death from Above, vous permettant, durant la phase de déploiement, d'être mis haut dans le ciel, plutôt que la réserve stratégique, et de pouvoir arriver à une étape de renfort d'un de vos prochains tours, donc à partir du tour 2 évidemment, sauf une petite exception que nous verrons plus tard, à 9 pouces de toute figurine ennemie. Ce qui fait que normalement, puisque l'on arrive à 9 pouces, on a une charge à 9, mais grâce à la tactique Blood Angel qui ajoute +1 à notre jet de charge, il suffira de réussir un 8 sur 2d6. Typiquement, quelles vont être les unités qui vont pouvoir en profiter? Eh bien, nous avons tout simplement la garde sanguinienne, qui est une excellente unité chez les Blood Angels, ainsi que les Vanguard vétérans. Bien entendu, si on parle de tactique de chapitre, il ne faut pas oublier la super tactique de chapitre des Blood Angels, qui est l'écho sauvage, qui vous permet en fait d'ajouter, lorsque vous êtes en doctrine d'assaut, un bonus de +1 à votre caractéristique d'attaque si vous chargez, êtes chargé, ou effectuez une intervention héroïque. Ce qui fait que lorsque l'on combine tout ça, lorsque vous arrivez haut dans le ciel, donc de Death from Above, vous êtes à 9 pouces de toute figurine ennemie, et lorsque vous allez charger, vous allez déjà effectuer un jet de 8+, et non pas de 9+, parce que vous avez justement, grâce à votre tactique, un +1 à la charge. Ensuite, lorsque vous aurez réussi votre charge, vous allez avoir, si vous êtes en doctrine d'assaut, un +1 sur votre caractéristique d'attaque, mais en plus un +1 pour blesser. Ce qui est très intéressant pour une armée qui est basée sur la mêlée. De plus, un petit détail qui paye pas de mine, mais qui va justement améliorer particulièrement la garde sanguinienne, qui sera très présente dans notre liste, c'est l'armure du mépris, car vous allez gagner un bonus qui vous permet de réduire justement la pénétration d'armure des attaques, aussi bien de mêlée que de tir, de la réduire de 1. Donc les PA-2 passent -1, les PA-1 passent à 0, etc., etc. Passons désormais aux reliques principales. Nous allons donc commencer par comprendre un peu la tactique de chapitre qui vous permet d'avoir un +1 sur l'advance et la charge, donc du coup on aurait une armée basée sur la mobilité. Donc pour cela, nous allons avoir la relique Wrath of Baal. Celle-ci vous permet d'améliorer, lorsque vous êtes dans l'aura de cette bannière, d'avoir un +2 à votre caractéristique de mouvement lorsque vous faites un mouvement normal, une advance, ou lorsque vous battez en retraite. Ce qui signifie que vos gardes sanguiniens vont pouvoir bouger minimum de 14. Si en plus vous faites une advance, n'oubliez pas votre +1 dû à la tactique de chapitre. D'un autre côté, nous avons Death from Above, dont on a parlé précédemment, qui vous permet d'obtenir une charge à 8 grâce à votre +1 à la charge. Bien entendu, pour fiabiliser votre charge, nous allons utiliser la relique Icône de l'Ange, qui vous permet d'obtenir une relance des charges sans devoir payer votre point de commandement. Et ça, c'est intéressant, particulièrement depuis le chapter approved de Nephilim, qui nous fait commencer non plus à 12 points de commandement lorsqu'on crée une liste, mais à 6 points de commandement. Donc le moindre petit point de commandement qu'on peut économiser de ci, de là, est très utile. Nous allons maintenant passer aux objectifs secondaires. Et nous allons commencer par la catégorie Purger l'ennemi. Donc nous avons comme premier objectif secondaire du côté du codex Blood Angel, Blade of Sanguinus, qui vous permet au début de la partie de choisir un de vos personnages Blood Angel, qui lancera un défi. Ensuite, vous allez choisir un personnage ennemi qui va relever ce défi. Et ce n'est pas votre adversaire de choisir, mais bien à vous. Donc c'est un objectif secondaire qui
potentiellement sert à dissuader votre adversaire d'envoyer le personnage que vous aurez choisi trop proche de vos unités. Vous allez pouvoir, grâce à cet objectif secondaire, pouvoir scorer de différentes manières. La première, c'est à partir du moment où vous avez détruit le personnage que vous avez choisi de l'adversaire, vous allez marquer 5 points. Si en plus, vous l'avez détruit avec une attaque de mêlée, vous allez marquer 5 points supplémentaires, soit 10 points. Et enfin, vous marquez 5 points supplémentaires si c'est le personnage Blood Angel que vous avez choisi, donc ayant lancé le défi, qui a réussi à détruire, avec une attaque, peu importe laquelle, le personnage ennemi que vous avez choisi, donc qui a relevé le défi, vous allez marquer 5 points. Donc si on combine le tout, vous détruisez le personnage ennemi avec une attaque de mêlée, et si en plus c'est votre personnage Blood Angel ayant lancé le défi qui le détruit de cette manière, vous allez marquer 3 x 5, 15 points. Et si vous remplissez ces 3 conditions, vous faites perdre immédiatement un point de commandement à votre adversaire. Bon, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est un stratagème qu'il va falloir juste garder en tête, connaître, car contre certaines listes très spécifiques, cet objectif secondaire va vous permettre justement de dissuader votre adversaire. Je m'explique. Votre adversaire joue Deathguard et joue Mortarion. Mortarion est un beau personnage, très solide, très résilient, avec une capacité létale très importante, et en général, on peut l'envoyer peut-être la première dans les lignes ennemies pour embêter son adversaire. Si jamais vous prenez Blade of Sanguinus comme objectif secondaire, vous envoyez le message à votre adversaire de « Ok, si tu choisis cette stratégie avec Mortarion, c'est-à-dire de me l'envoyer pleine face, même si je vais galérer à le tuer, et si je le tue, tu me donnes 15 points de victoire. » ou à minima 10 points de victoire. Parce que vous êtes Blood Angel, unité de Sanguinary Guard, potentiellement, peut finir Mortarion, et au lieu de marquer les 15 points, vous allez marquer 10 points. Donc pour vous empêcher de scorer sur Blade of Sanguinus, le joueur Deathguard n'enverra pas forcément tête baissée son Mortarion dans vos lignes, et peut-être le gardera dans sa zone de déploiement tout le long de la partie. Et donc même si vous allez scorer 0 points de victoire, au moins vous n'aurez pas à gérer Mortarion. Bon, par contre, de l'autre côté, vu les secondaires qu'on va choisir pour votre liste, ce n'est pas impossible que vous puissiez quand même à minima marquer 10 points de victoire en tuant le Mortarion, même s'il reste dans la zone de déploiement adverse. Et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Ensuite, côté Codex Space Marine, nous avons Codex Warfare. Autant vous dire, c'est un objectif secondaire que je n'affectionne pas du tout, qui est très médiocre, car à la fin de la bataille, vous allez marquer un certain nombre de points de victoire en fonction des points suivants. Sachant que pour chacun des points suivants, vous ne pourrez pas marquer plus de 5 points de victoire maximum. Le premier, vous allez marquer 2 points de victoire pour chaque unité ennemie que vous aurez détruite résultant d'une attaque avec une arme lourde ou une grenade. Et seulement si votre armée est sous doctrine Devastator. Et en fait, c'est ce point-là qui est très problématique. C'est-à-dire que toute votre armée doit être en doctrine Devastator. Alors que si on n'avait pas ce petit blocage à ce niveau, l'objectif aurait pu être intéressant parce qu'on sait qu'on a quelques armées qui, pour 1 point de commandement ou voire même pour 2 points de commandement, permet à une unité d'obtenir une doctrine. Qu'elle soit Devastator, tactique ou d'assaut en fonction des armées. Par exemple, chez les Iron Hands, pour 1 point de commandement, ce sera la doctrine Devastator. Chez les Space Wolves, ce sera la doctrine d'assaut. Mais là, puisque c'est toute votre armée qui doit être sous doctrine Devastator, même si par exemple vous êtes tour 3 en doctrine tactique, que vous donnez pour un PC ou pour je ne sais quelle capacité la doctrine Devastator pour une unité, puisque votre armée n'est pas entièrement en doctrine Devastator, alors vous n'allez pas pouvoir marquer de points de victoire dessus. Donc, rien qu'à cause de cette nuance, l'objectif est très peu rentable. Pour les autres points, ce sera très simple. 1 point de victoire pour chaque unité ennemie que vous allez détruire avec des attaques provenant d'armes à tir rapide ou d'assaut. Et le dernier point, c'est 1 point de victoire pour chaque unité que vous allez détruire avec des pistolets ou des armes de mêlée, si vous êtes en doctrine d'assaut. Je vous le conseille pas. Passons aux objectifs génériques de Purge the Enemy. Assassination fait le même travail que Blade of Sanguinus, c'est-à-dire que c'est un secondaire dissuasif qui cette fois ne ciblera pas qu'un personnage, mais les personnages de l'adversaire. Vous envoyez en fait un message qui dit que, à chaque fois, pour chaque personnage que tu vas m'envoyer, si tu me donnes les possibilités de les charger, ou de leur tirer dessus, bah potentiellement tu m'offres la possibilité de marquer 3 points de victoire par personnage que je vais détruire. Et en plus, si c'est ton seigneur de guerre, je vais marquer un point supplémentaire. Donc en général, cela va empêcher certaines listes très agressives d'envoyer ces personnages qui vont sans doute impacter durement le Blood Angel, mais derrière, en représailles, le Blood Angel pourra répondre en détruisant vos personnages et en marquant 3, 6, 9, 12, peut-être 13 points de victoire. Donc l'adversaire va essayer de conserver ses personnages pour vous empêcher de marquer des points de victoire dessus. Ensuite, nous avons Bringing Down.
Cet objectif sera pris en fonction clairement de la liste adverse. Est-ce qu'elle joue suffisamment de monstres ou de véhicules qui vont nous permettre de scorer un certain nombre de points de victoire. Et ça, vous allez pouvoir justement le compter lorsque vous aurez pris connaissance de la liste de votre adversaire. Puisque vous êtes Space Marine, en général, cet objectif est assez intéressant à prendre avec le Oath of Moment, qui est dans une autre catégorie que Purge the Enemy, il est en No Mercy No Respite. Nous le verrons un peu plus tard, mais ce ne sera pas l'objectif que l'on prendra dans cette catégorie car d'autres sont bien plus intéressants en Blood Angel. Passons au Battlefield Supremacy. Dans cette catégorie, nous avons dans les objectifs secondaires Blood Angel, Relentless Assault. C'est un objectif qui est très intéressant, car il se score à la fin de votre tour, donc c'est vous qui décidez quelles unités vous allez envoyer afin de maximiser justement votre scoring. Et en fin de tour, vous allez potentiellement pouvoir marquer 4 points de victoire si vous avez plus d'unités Blood Angel dans la zone de déploiement adverse que d'unités ennemies dans votre zone. Cela signifie donc que durant votre tour, vous allez pouvoir vous concentrer sur le fait d'envoyer une unité Blood Angel dans la zone de déploiement ennemi, et tout le reste de votre armée aura pour seule occupation de détruire les unités ennemies qui sont arrivées dans votre zone de déploiement. Autant vous dire que contre certaines armées, c'est un objectif qui va vous scorer vos 15 points parce que l'armée adverse sera beaucoup trop lente pour atteindre votre zone de déploiement pendant peut-être 2 voire 3 tours. Vous lancez aussi le message à votre adversaire que si tu veux m'empêcher de scorer, il va falloir que tu viennes dans ma zone de déploiement pour que tu aies plus d'unités que moi, ce qui me permettra quelque part de détruire des unités de ton armée et donc des ressources que tu peux potentiellement perdre. Et si tu ne le fais pas, eh bien écoute, au moins j'aurai un objectif secondaire qui va marquer les 15 points de victoire à la fin de votre tour, donc de votre tour de joueur. Donc ça veut dire que l'adversaire n'a pas forcément de fenêtre de réaction pour vous empêcher justement de scorer. Par exemple, si cet objectif secondaire était à la fin du tour de bataille et que vous étiez premier joueur, vous enverrez une unité, puis à son tour, votre adversaire pourrait détruire cette unité et vous dire « Bah non, t'en as pas plus que moi, donc tu marques 0 points ». Vous voyez la nuance? Alors que là, vu qu'il se score à la fin de votre tour, vous êtes premier joueur, vous jouez, vous envoyez une unité dans sa zone de déploiement, vous regardez combien il en a dans votre zone de déploiement, vous faites la différence et si vous en avez plus, vous marquez 4 points. Bien sûr, peut-être que votre unité va mourir durant le tour adverse, mais au moins, vous êtes sûr de marquer vos 4 points de victoire. Dans la même catégorie, dans le codex Space Marine, nous avons Shock Tactics. Shock Tactics est assez intéressant à prendre avec les bannières, par exemple, car vous envoyez clairement le message à votre adversaire, c'est « Écoute, si tu viens pas me chercher, je vais marquer mes points de victoire avec les bannières, et si tu viens me chercher pour m'enlever les bannières et m'empêcher de scorer là-dessus, si tu prends le contrôle de mon objectif en plus, et c'est un peu la logique qu'il y a derrière la combinaison avec les bannières et Shock Tactics, c'est que du coup, pour m'enlever la bannière, tu dois récupérer le contrôle de l'objectif, et au début de mon tour, vu que tu contrôleras l'objectif, je vais le récupérer et marquer 3 points de victoire avec la Shock Tactics. Donc clairement, nous avons 2 logiques différentes entre Relentless Assault et Shock Tactics. Les deux sont intéressantes, mais je trouve que Relentless Assault est moins soumis à la stratégie ennemie. Car si jamais vous affrontez certaines factions qui ont des capacités de scorer sans venir vous chercher, et de scorer mieux que vous, eh bien vous pourriez potentiellement marquer 3 voire 0 points de victoire sur la Shock Tactics. Alors que Relentless Assault, c'est pas grave si votre adversaire joue tout seul dans son coin, vous envoyez une unité par tour dans sa zone de déploiement, vu que lui ne cherche pas à vous agresser, c'est-à-dire qu'il aura 0 unité dans votre zone de déploiement, et du coup vous allez quand même réussir à scorer sur Relentless Assault. Donc pour l'instant, dans Battlefield Supremacy, Relentless Assault est vraiment bon. Regardons du côté des génériques. Nous avons Behind Enemy Lines. Lorsqu'on le lit, on va marquer 2 points de victoire à la fin de notre tour, donc ça c'est bien parce que c'est en fin de notre tour et non pas du tour de joueur, si on a une unité entièrement dans la zone de déploiement ennemi. Et on va pouvoir marquer 4 points de victoire si on en a 2. Et donc si on compare avec Relentless Assault, il nous suffit que d'une unité pour marquer 4 points de victoire, alors que dans Behind Enemy Lines, il nous en faut 2. Donc clairement, pour l'instant, Behind Enemy Lines est bien moins bon que Relentless Assault. Ensuite, nous avons Engage on All Front. Il a été intéressant fut une époque. Désormais, vous devez être à plus de 6 pouces de tous les quarts de table pour pouvoir le scorer, donc il devient un peu plus difficile pour le rentabiliser. Mais surtout, il va vous demander de séparer à droite et à gauche, en tout cas sur les différents quarts de table, vos unités afin de marquer les points de victoire. Ce qui potentiellement n'est pas très intéressant quand on se souvient des reliques dont je vous ai parlé en introduction de vidéo, avec l'icône de l'ange et la bannière Wrath of Baal, qui sont des auras à 6 pouces autour de vous. Donc si vous commencez à parsemer sur le champ de bataille vos unités, forcément vous allez en avoir qui ne profiteront plus de ces auras. Donc pour l'instant,
l'instant, Beyond Enemy Lines, Engage on All Front, vraiment pas plus intéressant que Relentless Assault. Donc clairement, on va garder en mémoire Relentless Assault pour le moment. Nous allons passer à la catégorie No Mercy, No Respite, avec du côté Blood Angel, Fury of the Lost. Alors, je vais mettre des guillemets par rapport à Fury of the Lost parce que c'est un secondaire qui est plutôt bon, car il score de la manière suivante. Vous allez marquer 3 points de victoire si une unité ennemie a été détruite par une unité Death Company de votre armée à ce tour de bataille. Vous allez marquer 4 points de victoire si à la place vous avez détruit au moins 2 unités ennemies avec des unités Death Company. De plus, vous allez pouvoir de manière additionnelle marquer 1 point de victoire supplémentaire si une ou plusieurs unités Death Company ont été détruites à ce tour de bataille. Donc, si vous envoyez minimum une unité Death Company détruire une unité ennemie, marquez 3 points de victoire. Derrière, elle se fait détruire par votre adversaire, marquez 1 point de victoire supplémentaire, donc 4 points de victoire. C'est-à-dire qu'il va vous falloir au moins 4 unités Death Company pour pouvoir marquer vos 15 points de victoire. Je m'explique. Tour 1, vous en envoyez une, est une unité, elle meurt, 4 points. Tour 2, une deuxième unité meurt, 4 autres points, vous êtes à 8. Une troisième unité est une unité ennemie, 3 points, et elle meurt ensuite, 4 points. Donc là, on est à 12 points. Derrière, il va vous falloir, pour maximiser les 15 points, envoyer une quatrième unité, détruire une unité ennemie, pour marquer vos 3 points, et après, peu importe ce qu'il adviendra de l'unité, vous aurez marqué vos 15 points. Donc c'est un secondaire qui est plutôt intéressant, parce que minimum, vous allez pouvoir scorer vos 12 points de victoire avec 3 unités Death Company, mais il va falloir réfléchir potentiellement à le maximiser avec une quatrième unité, ou alors envoyer une unité Death Company qui ne va pas mourir après avoir détruit l'unité ennemie, mais vu que ce sont des unités qui sont pas forcément ultra résilientes, parce qu'ils ont une sauvegarde à 3+, et non pas à 2+, comparé à la garde sanguinienne, mais c'est un objectif qui reste quand même très intéressant, parce que vous scorez, même si votre unité meurt, vous marquez au moins un point de victoire, donc dans certaines situations, ça peut être intéressant. Cet objectif secondaire, oui, il est bon, mais ça demande une certaine connaissance de la faction et une certaine expérience sur l'armée. Clairement, dans cette vidéo, je ne vais pas le conseiller, parce qu'elle est dédiée justement aux personnes qui soit découvrent la faction Blood Angel, soit souhaitent débuter sur la faction. Mais c'est un objectif qui est très intéressant une fois que vous aurez accumulé suffisamment d'expérience et de pratique. Passons à l'autre objectif qui nous intéressera un peu plus, Death from Above. Tiens, ça porte le même nom que la capacité des jump packs en étant mis en réserve pour arriver n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces des figurines ennemies. Donc Death from Above. Comment va-t-il se scorer? Déjà, on marque les points de victoire à la fin de notre tour. Donc comme Relentless Assault, notre adversaire n'a pas forcément de contrôle sur la manière dont on va marquer nos points de victoire avec cet objectif. Donc on nous dit, à la fin de notre tour, nous allons marquer 3 points de victoire si des unités ennemies ont été détruites par une unité Blood Angel de votre armée qui a été mise sur le champ de bataille à une étape de renfort d'une de nos phases de mouvement durant la bataille. C'est-à-dire que vous pouvez marquer des points de victoire avec une unité qui est arrivée d'étape de renfort, peu importe à quel tour. Par exemple, elle est arrivée au tour 2, mais elle a détruit l'unité au tour 4. Elle va marquer les 3 points de victoire parce que l'unité est arrivée à une étape de renfort durant l'une de nos phases de mouvement durant la bataille. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, si l'une de ces unités ennemies a été détruite le même tour où l'unité Blood Angel est arrivée de la phase de renfort, vous marquez un point de victoire supplémentaire. Donc ça veut dire que la stratégie dont on parlait par rapport au trait de chapitre, qui est d'arriver en Death from Above, justement, donc de haut dans le ciel, à 9 pouces d'unité ennemie, nous avons une charge à 8 potentiellement relançable grâce à l'icône de l'ange. Mais si on réussit notre charge, que l'on détruit l'unité ennemie, et bien rien que de cette manière, nous allons marquer 4 points de victoire. Et dernier petit point, si l'unité ennemie était une unité personnage, on score un point de victoire supplémentaire. Donc potentiellement, on peut marquer 5 points de victoire sur cet objectif en un seul tour. Et clairement, si on se base juste sur les 4 points de victoire que l'on peut aller chercher avec une unité qui arrive en frappe en profondeur et qui vient détruire une unité ennemie, et ben on peut facilement aller chercher les 15 points de victoire. Donc c'est un objectif secondaire qu'on va clairement garder en mémoire. Surtout qu'il n'est pas du tout dans la même catégorie que Relentless Assault. Et donc on va pouvoir même combiner les deux. C'est-à-dire qu'on arrive des réserves, donc à l'étape de renfort, on se met à 9 pouces, on réussit notre charge contre une unité qui est dans la zone de déploiement ennemi. Si on arrive à charger, bah tant mieux. On réussit notre charge. On va faire notre mouvement de peeling, donc notre mouvement d'engagement de 3 pouces, rentrer dans la zone de déploiement adverse. On va tabasser l'unité ennemie et on va la détruire. On va finir par notre mouvement de consolidation, donc refaire 3 pouces. Là, on va se retrouver dans la zone de déploiement adverse. Fin de notre tour, on se retrouve à avoir détruit une unité ennemie alors qu'on est arrivé d'étape de renfort. Donc on marque 3 points. Vu qu'on a détruit l'unité ennemie le même tour où on est arrivé d'étape de renfort, on marque un point supplémentaire, donc 4. Ensuite, cette unité qui est arrivée, qui a chargé, qui a détruit l'unité ennemie, se trouve dans la zone de déploiement ennemi. L'adversaire n'a aucune
aucune unité chez nous, donc on en a forcément plus que lui, et bien on va encore marquer 4 points supplémentaires avec Relentless Assault. Donc potentiellement, avec une seule unité, on peut marquer 8 points de victoire. Eh bien franchement, je prends, je signe, aucun souci. Maintenant, du côté du codex Space Marine, on a le Oath of Moment, le serment de l'instant. Donc celui-ci, avec Nephilim, a été un petit peu nerf, car autrefois, nous pouvions marquer 2 points de victoire sur le dernier point justement de cet objectif. Donc le premier, qui est intéressant et qui se combine très bien avec Brigand Dawn pour détruire des monstres et des véhicules, on va pouvoir marquer 1 point de victoire si on a détruit une unité personnage, véhicule ou monstre, avec une unité Adeptus Astartes. Ça tombe bien, hein, tous les Space Marine Imperium sont Adeptus Astartes. Donc ça veut dire que potentiellement, si vous jouez Brigand Dawn et Oath of Moment, vous pouvez marquer un certain nombre de points de victoire en fonction du nombre de points de vie que le véhicule que vous avez détruit ou le monstre que vous avez détruit. Donc s'il a 9 PV ou moins, c'est 1 point, s'il a entre 10 et 14 points de vie, c'est 2 points, etc., etc. Eh bien, vous allez marquer un point supplémentaire avec cet objectif. Ensuite, vous avez Oath of Honor, donc c'est une autre manière de pouvoir marquer des points de victoire sur cet objectif. Vous marquez un point de victoire si vous avez réussi tout test de morale et que vous n'avez pas battu en retraite à ce tour. Alors ça, c'est un peu plus contraignant. Pas forcément pour le test de morale, parce qu'en général, les Space Marines sont plutôt bons. Ils sont pas exceptionnels, mais ils sont plutôt bons là-dessus. Mais par contre, c'est pour battre en retraite, ça, c'est un peu problématique. Parce qu'on a beaucoup d'unités en jump pack, et des fois, pouvoir juste désengager, et on le verra avec le Sanguinor, on va même pouvoir charger, que ce soit pour désengager afin de tirer et d'envoyer une autre unité au corps à corps contre elle, et de sauvegarder justement celle que l'on a désengagée, bah ça va nous empêcher en fait de scorer sur le Oath of Moment. En tout cas, ça va nous empêcher de scorer 1 point. Et particulièrement avec le Sanguinor que je vous proposerai dans la liste, qui a une capacité justement pour désengager et charger. Donc ça veut dire que, eh ben, on va perdre notre point de victoire, parce qu'on va chercher à désengager pour charger afin de bénéficier du +1 attaque de notre super doctrine, du choc assaut des Space Marines, etc., etc. Et du +1 pour blesser aussi, de la tactique de chapitre. Donc ça, c'est un peu problématique. Et enfin, en troisième point, et c'est le point qui a été nerfé dans Nephilim, autrefois on marquait 2 points de victoire si on avait une unité base ou personnage entièrement à 6 pouces du centre du champ de bataille. Désormais, avec Nephilim, c'est qu'un point de victoire. Et là, ça commence un peu à coincer, parce que si on résume bien, si on est premier joueur, et c'est le problème de cet objectif secondaire, c'est qu'il se score à la fin du tour de bataille. Donc si vous êtes premier joueur, que vous envoyez une unité entièrement à 6 pouces du centre du champ de bataille, votre adversaire a un tour, donc son tour de joueur, pour vous détruire cette unité et vous empêcher de scorer dessus. Donc, ça fait que cet objectif sera réellement intéressant en second joueur, qui va vous permettre d'au moins scorer 1 point de victoire pour avoir une unité au centre de la table. Donc au tour 1, si vous êtes deuxième joueur, normalement vous allez marquer 2 points de victoire parce que vous n'aurez pas battu en retraite, vous n'aurez pas raté de test de morale. Mais les tours suivants, ça peut devenir un peu plus complexe. Du côté des objectifs génériques, nous avons Grind Them Down. Celui-ci est préconditionné aussi, parce qu'il se score à la fin du tour de bataille. Donc ça veut dire que vous soyez premier ou deuxième joueur, et surtout si vous êtes premier joueur, pas à peu près dans 50% des cas, parce que vous devez gagner un jet de dés, donc c'est soit vous le gagnez, soit vous le perdez. Vous allez pouvoir marquer 3 points de victoire seulement si vous avez détruit plus d'unités que votre adversaire n'a détruit d'unités chez vous. Et ça, c'est très dangereux en fait comme objectif secondaire. Pourquoi? On va partir du principe. Vous détruisez une unité à votre adversaire. Vous êtes premier joueur, pas de souci. Et à votre adversaire, vu que vous devez avoir détruit plus d'unités que lui, il a juste besoin de détruire une unité chez vous. Et vu que vous n'en aurez pas détruit plus mais autant, il y aura égalité, vous n'allez pas marquer vos 3 points de victoire. On va prendre la situation inverse. C'est votre adversaire qui commence son tour, il vous détruit une unité. C'est à vous de jouer, parce que vous êtes second joueur. Pour pouvoir marquer vos 3 points de victoire, il va falloir non pas détruire une unité à l'adversaire, mais 2 unités. Parce que vu qu'il vous en a détruit une, et que vous devez en détruire plus que lui, vous êtes obligé d'investir plus de ressources que lui afin de lui détruire 2 unités. Et donc, vous pouvez vous retrouver dans des situations où potentiellement vous allez marquer 0, 3, peut-être 6 points de victoire sur cet objectif. Sincèrement, je vous le conseille pas. Par contre, un autre objectif qui est beaucoup plus intéressant dans les génériques, c'est le No Prisoner. C'est un secondaire qui est plutôt intéressant, parce qu'en fonction de la liste adverse, si vous propose beaucoup de points là-dessus, ben vous allez simplement devoir identifier les figurines où vous êtes à peu près certain
de détruire et ainsi déterminer le nombre de points de victoire que vous allez faire dessus. Si vous dépassez les 50 points de kill, mais que vous êtes en dessous de 100, bah vous allez avoir un petit bonus de plus 1 point de victoire. Et si vous dépassez les 100, donc si vous faites au moins 100 kills, vous êtes au moins certain de marquer 12 points de victoire. Un secondaire qui vous demande simplement de détruire des figurines adverses, bah des fois ça vous demande pas forcément d'investir beaucoup de ressources. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au tour 1, vous pouvez vous permettre de ne pas détruire d'unités ennemies si votre adversaire s'est bien caché ou est trop loin de vous, et de tout investir sur un seul et unique tour afin de lui retirer un maximum de ressources et ainsi de maximiser vos points de nos prisonneurs. Ou bien entendu, en fonction des situations qui se présentent, vous pouvez aussi en tuer certaines au tour 2, d'autres au tour 4 et mettre un gros coup au tour 5, ça c'est possible. Mais vous n'avez pas de limitation de nombre de points de victoire que vous pouvez faire par tour. Et ça c'est intéressant, parce que du coup ça ne vous donne pas de tour réellement à vide. Donc le No Prisoner peut être intéressant. Mais clairement dans No Mercy No Respite, nous allons garder le Death from Above à l'heure actuelle, qui se combine très bien avec le Relentless Assault. Passons aux capacités Warpcraft. Alors on va être assez succinct et rapide, que dans la liste que je vais vous proposer, il n'y a pas de Psyker. Par contre, clairement, si vous aimez jouer les Psykers, et la discipline Blood Angel est pas mauvaise pour autant, elle est plutôt bonne. En plus, vous avez un très bon perso Psyker en Blood Angel qui est Mephiston. Donc sincèrement, si vous appréciez jouer les Psykers, vous pouvez vous permettre. Pour ma part, je n'en ai pas mis simplement pour nous ouvrir le secondaire Aboard the Witch. Car si vous n'avez pas de Psyker dans votre armée, vous pouvez le prendre, et ainsi vous allez marquer 3 points de victoire par unité personnage Psyker que vous allez détruire, et 2 points de victoire contre des unités Psyker classiques. Bien entendu, cet objectif est à prendre principalement contre Thousand Suns et les Grey Knights. Avec l'arrivée du Codex Démon, on va voir si les Grey Knights prennent un peu plus d'ampleur dans la méta, et si c'est le cas, bien Aboard the Witch va prendre aussi de plus en plus d'ampleur et d'intérêt. D'un autre côté, si vous jouez un Psyker, vous avez accès au Warp Ritual, qui est une action psychique, pas bien difficile à obtenir, hein, c'est une charge Warp 3. Par contre, vous devez être à Within 6 pouces et non pas Wholly Within, donc j'explique rapidement la différence. Wholly Within, vous devez être entièrement dans les X pouces que l'on vous demande, et Within, c'est vous devez avoir un petit bout de socle dans la portée que l'on vous demande. En l'occurrence, pour le Warp Ritual, vous devez être Within, donc avoir un petit poil de socle qui arrive dans les 6 pouces du centre du champ de bataille, vous faites votre action psychique et vous allez marquer un certain nombre de points de victoire en fonction du nombre d'actions psychiques que vous aurez réussi. L'intérêt de Warp Ritual, c'est que déjà, vous devez juste investir le champ de bataille jusqu'à 6 pouces du centre, et non pas au-delà du centre pour aller chercher certaines portées que l'on verra sur l'autre objectif psychique. Et l'autre particularité, c'est qu'il vous permet simplement de réussir 3 actions psychiques pour maximiser votre scoring, qui est de 12 points de victoire maximum sur celui-ci. C'est pas 15, certes, mais ça reste très intéressant. Alors, pour plusieurs manières. La première, si votre adversaire joue un Psyker, il peut potentiellement garder son deny, comme par exemple les Necrons avec le Silent King, qui peut deny un pouvoir psychique, et donc on se dit, à peu près, il a une chance sur 2 de réussir à vous deny un pouvoir psychique. Donc potentiellement, vous allez le réussir entre 2 et 3 fois votre Warp Rituel. 2 fois, vous marquez 7 points de victoire minimum. C'est peu, mais ça reste correct. Et si jamais vous réussissez 3 fois, bah du coup c'était le maximum. Et donc quelque part, les Deny the Witch de votre adversaire n'ont pas réellement été efficients. Parce que vous avez quand même fini par scorer vos 12 points de victoire. L'autre intérêt qu'on va mettre un peu en parallèle, c'est l'autre objectif secondaire psychique qui est Psychic Interrogation. Il a été énormément amélioré avec Nephilim. Je m'explique. De base, vous pouviez faire votre interrogation mentale à 24 pouces sans ligne de vue d'unité ennemie, d'unité personnage ennemi. Désormais, lorsque vous réussissez votre action psychique, bon qui est de Warp Charge 4, hein, donc elle n'est pas bien énorme, comme niveau de difficulté, et bien si jamais le résultat de votre test est égal ou supérieur à la valeur de commandement du personnage que vous avez ciblé, vous allez pouvoir gagner un point de commandement. Et ça c'est un ajout qui est très intéressant sur cette action psychique, car avec Nephilim, on ne commence non plus à 12 points de commandement avec la liste, mais seulement à 6 points de commandement. Et donc pouvoir générer de temps en temps un point de commandement supplémentaire est toujours très bon à prendre. Le point faible de la Psychic Interrogation, c'est sur sa portée. Elle est de 24 pouces. Donc si vous affrontez une armée qui a peu de personnages, eh bien il va peut-être chercher à les mettre le plus loin possible dans sa zone de déploiement, afin
afin que vous soyez obligé d'investir le champ de bataille pour obtenir la portée de 24 pouces. Et si jamais vous le faites, en réaction, il va peut-être pouvoir justement venir détruire votre personnage Seeker pour vous empêcher justement dans les futurs tours à scorer votre interrogation. Donc faites très attention à la liste de l'adversaire pour choisir entre votre Warp Rituel et votre Psychique Interrogation. De même, si vous rencontrez des armées qui ont de fortes capacités à deny vos pouvoirs psychiques, eh bien juste faites un compte rendu mathématique. Warp Rituel vous permet de vous faire deny au moins 2 fois votre action psychique, car dans tous les cas, si vous le réussissez 3 fois, vous allez marquer vos 12 points de victoire. Si on part du même principe avec l'interrogation psychique, vous allez la faire 5 fois, et sur les 5 fois, vous allez vous faire deny 2 fois, donc vous l'aurez réussi que 3 fois. Et sachant que vous marquez 3 points de victoire par action réussite, avec la psychique interrogation, bah ça veut dire que si on met en parallèle le Warp Ritual qui 3 succès vous donne 12 points de victoire, l'interrogation, elle, vous donnera que 9 points de victoire. Donc ça veut dire que mathématiquement parlant, le Ritual Warp est plus intéressant. Donc ce sera vraiment à vous de pouvoir identifier la liste adverse et ses capacités pour déterminer si vous allez prendre Psychique Interrogation ou Warp Ritual. Passons à une autre catégorie d'objectifs secondaires qui sont les Shadow Operations, donc les opérations de l'ombre. Nous avons dans un premier temps un objectif secondaire qui est pris régulièrement, surtout en Space Marine parce qu'on a tendance à avoir beaucoup d'unités infanterie, et donc lever haut les bannières. C'est une action que vous pouvez lancer donc sur les objectifs du champ de bataille, que vous pouvez même lancer avec une ou plusieurs unités infanterie. Vous n'êtes pas limité à une seule unité pour le faire, contrairement à d'autres actions secondaires qui existent. Et lorsque vous aurez validé votre action, vous allez donc pouvoir marquer des points de victoire en fonction du nombre de bannières qui sont levées au début de votre prochaine phase de commandement. Et ce sera 1 point par bannière, et à la fin de la bataille, vous allez marquer de nouveau un point de victoire par bannière que vous avez posé. Donc il arrive aussi qu'en fin de partie, au 5e tour, on va réfléchir à lever certaines bannières juste pour marquer un point de victoire par-ci par-là. Donc ce qu'il faut comprendre avec lever haut les bannières, c'est que potentiellement déjà, l'objectif qui est dans votre zone de déploiement, vous n'êtes pas censé, théoriquement, même si dans la pratique on va découvrir que des fois on a des petites unités coquines de l'adversaire qui peuvent venir nous prendre un objectif et nous enlever la bannière, très désagréable, mais théoriquement on n'est pas censé le perdre. Donc ça veut dire que sur cet objectif là, tour 1 on va mettre une bannière et elle va marquer un point de victoire tour 2, tour 3, tour 4, tour 5, et à la fin de la bataille un point supplémentaire. Donc on est à 5 points par bannière qui reste du tour 1 au tour 5. Sur certains scénarios à 6 objectifs, potentiellement vous allez pouvoir marquer 10 points de victoire parce que vous pourrez sauvegarder 2 objectifs. Et donc 2 objectifs, 5 x 2, 10. Donc on sera à 10 points de victoire. Donc c'est un objectif secondaire générique qu'on peut se permettre de prendre, car en plus de scorer quelques points de victoire sur la durée de la partie ou en quelques tours seulement, mais là faut vraiment contrôler le champ de bataille et les différents objectifs primaires, eh bien vous lancez un message à votre adversaire. Vous posez une bannière en début de partie. Si en plus vous avez des unités d'infiltration au déploiement, que vous êtes joueur 1 parce que vous avez gagné le jet de dés, vous pouvez aller au centre de la table, poser votre bannière sur l'objectif central et dire à votre adversaire, voilà, si tu viens pas me chercher, là j'ai posé 3 bannières, 3 x 5 ça fait 15 points. Donc si tu viens pas me chercher, je fais 15 points sur cet objectif. Et donc ça veut dire que votre adversaire va devoir, entre guillemets, sacrifier des unités pour venir reprendre le contrôle de l'objectif central pour vous enlever la bannière et en plus vous empêcher potentiellement de scorer au primaire en perdant le contrôle d'un objectif. Donc potentiellement au lieu de faire les 12 points, vous allez en faire 8. Bon ça c'est pas trop grave en soi. Mais du coup ça veut dire que l'adversaire va envoyer une ressource, qu'elle soit plus ou moins importante, reprendre le contrôle de l'objectif central et vous du coup à votre tour vous pourrez lui détruire son unité, reposer une bannière et lui lancer rebelote le même message en mode tu vois là j'ai repris le contrôle, potentiellement au primaire je peux faire 12 points et pendant ce temps, tant que tu reprendras pas le contrôle de ma bannière, je vais marquer des points de victoire. Autre situation, votre adversaire peut décider de vous laisser vos bannières et au dernier tour vous reprendre, s'il est deuxième joueur évidemment, vous reprendre le contrôle de l'objectif central. Du coup vous ne ferez pas non pas 15 points dessus, mais vous ferez 13 ou 14 points seulement. Parce que du coup, soit ce sera au tour 4 qui reprendra le contrôle, ce qui fait qu'au début de votre phase de commandement du tour 5, vous ne marquerez pas le point de victoire, et si vous n'arrivez pas à récupérer le contrôle de celui-ci, vous ne poserez pas de bannière. Et même si vous reprenez le contrôle sur celui-ci, que vous posez votre bannière, eh bien à son tour 5,
puisque votre adversaire est joueur 2, il va pouvoir reprendre le contrôle de votre objectif central, vous enlever la bannière pour vous empêcher de marquer le petit point de victoire supplémentaire en fin de bataille. Et vous aurez quand même scoré entre 13 et 14 points de victoire. Dans la même catégorie, nous avons un autre objectif qui demande cette fois-ci de faire une action tour avec une unité d'infanterie ou de moto, c'est Retrieve Nephilim Data, qu'on a connu sous le nom Retrieve Nashman Data. Alors, c'est un objectif qui va vraiment dépendre de la construction de votre liste. La liste que je vous proposerai sera beaucoup plus à même de bénéficier de lever haut les étendards que de Retrieve Nephilim Data. Mais au fur et à mesure que vous acquérirez de l'expérience avec votre liste d'armées, avec votre construction, c'est un objectif que vous allez pouvoir potentiellement prendre en compte. J'explique. Vous allez pouvoir réaliser une action par tour dans chacun des quarts de table. Donc ça veut dire que potentiellement en 4 tours, vous pouvez valider les points de cet objectif. Petit point faible de cet objectif, vous commencez à marquer des points de victoire qu'à partir de la deuxième action réussite. Donc ça veut dire que pour marquer des points de victoire, il vous faut 2 actions réussites. Si vous en marquez 3, vous allez faire plus de points de victoire, et 4, vous aurez le maximum de points de victoire qui est de 12. Mais cela vous demande de le faire dans chacun des quarts de table, à plus de 6 pouces des autres quarts de table, donc ça veut dire que vous pouvez même pas aller contrôler le milieu du champ de bataille pour essayer en portée courte d'aller dans chaque quart de table, car de toute manière vous allez devoir être à plus de 6 pouces de chacun des quarts de table. Et si votre adversaire vous empêche justement d'entrer dans ces quarts de table sans être à plus de 6 pouces des autres quarts de table pour lancer votre action, vous allez un peu vous faire avoir. Donc c'est vraiment un objectif qui vous demande un certain doigté. En général, il score facilement 8 points de victoire, et très peu souvent les 12 points de victoire. Donc ce sera vraiment à vous de voir si vous préférez les bannières au Retrieve Nephilim Data. En tout cas, pour la liste d'armées que je vais vous proposer, je vous déconseille Retrieve Nephilim Data. Après, quand vous aurez modifié la liste en fonction de l'expérience que vous allez accumuler et de votre style de jeu aussi, vous pourrez potentiellement prendre en compte les datas, sans aucun souci. Ça reste un secondaire qui est intéressant. Donc, au niveau des objectifs secondaires que l'on va prendre en compte, nous avons donc Death from Above. Lorsque vos unités arrivent en étape de renfort et que vous détruisez une unité ennemie, vous allez scorer entre 3 et 4 points de victoire, dépendamment du tour où votre unité est arrivée d'étape de renfort. Ensuite, nous allons prendre en compte Relentless Assault, car les deux combinés peuvent potentiellement vous faire marquer 8 points de victoire. Ensuite, dans votre troisième choix, donc nous avons Abort the Witch en fonction de la liste adverse, si c'est Thousand Suns ou Grey Knight à l'heure actuelle. Bring It Down si votre adversaire joue beaucoup de monstres et ou de véhicules, ou en tout cas suffisamment pour vous faire marquer peut-être 10, 12 ou plus de points. De base, vous pourrez prendre Lever haut les étendards. Et enfin, de base, qui ne prend pas en considération la liste de votre adversaire, Lever haut les étendards. Et enfin, un objectif qui ne prend pas en compte la liste de votre adversaire, levez haut les étendards. Donc ce sera à vous, en fonction des parties, des listes de votre adversaire ou non, de choisir votre troisième objectif secondaire. Maintenant, nous allons passer aux unités que l'on va intégrer dans la liste. Nous allons commencer par parler des unités importantes, quasi prioritaires, dans la liste. Donc premièrement, nous aurons besoin du Sanguinary ancien, parce que c'est le seul à pouvoir porter la relique étendard Wrath of Baal, qui vous permet d'améliorer la caractéristique de mouvement des unités en jump pack, et on va en avoir énormément, de 2 pouces. Donc au lieu de bouger de 12, vous allez bouger de 14. Et bouger de 14, potentiellement, par rapport à 12 pouces, c'est améliorer votre charge de 2 pouces derrière. Mais puisqu'en plus votre tactique de chapitre vous donne plus 1 à la charge, c'est comme si vous aviez un espèce de plus 3 à la charge. Et alors après, si vous jouez une version, et on va en parler plus tard dans les variantes avec un chaplain qui vous donne plus 2 à la charge, donc vraiment c'est très intéressant. En plus, puisque le Sanguinary ancien est un personnage, on va pouvoir lui donner un trait de seigneur de guerre, Rite of War, pour que toutes les unités bases et personnages à 6 pouces de lui puissent avoir la capacité d'objectifs sécurisés, afin en plus de menacer les objectifs primaires de votre adversaire. D'un point de vue individuel, il a la capacité Angélique Visage, qui vous permet d'infliger un malus de -1 pour être touché par les attaques de mêlée de l'adversaire. Vous avez aussi le Air of Ascaelon, qui est une capacité comme l'Angélique Visage générique sur les sanguiniens, donc la garde sanguinienne et le Sanguinary ancien, qui vous permet justement d'avoir un bonus de +1 pour toucher si le seigneur de guerre de votre armée est à 6 pouces de lui. Ça c'est assez anecdotique parce qu'on va
va le voir juste après, mais le sanguinari ancien a une amélioration en phase de commandement. Mais d'abord, on va parler de la bannière à start. La bannière à start, donc, déjà vous offre un bonus de +1 à la caractéristique de commandement des unités bases à 6 pouces de lui, et de manière assez anecdotique, que ce soit en phase de tir ou en phase de combat, lorsque vous avez une figurine qui est détruite, dans la portée de l'Astartes Banner, vous lancez un dé sur 4+, soit vous pourrez tirer avec une arme à distance, ou alors faire une attaque avec une arme de mêlée. Ça arrive rarement qu'on puisse utiliser cette capacité. Et enfin, donc la capacité dont je vous parlais, le Chapter Banner, qui vous permet durant votre phase de commandement de sélectionner une unité base à 6 pouces de lui, et celle-ci obtiendra un bonus de +1 pour toucher. Donc ça veut dire que potentiellement nos unités qui touchent à 3+, vont toucher à 2+, et si on arrive à obtenir une petite reroll D1 ou une full reroll touche, eh bien on va vraiment pouvoir fiabiliser le nombre de touches. Sachant qu'on l'a vu, grâce à votre super doctrine, vous gagnez déjà un +1 d'attaque lorsque vous êtes en doctrine d'assaut. Et parlons un petit peu de cette doctrine d'assaut, avec le prêtre sanguinien. Alors déjà, c'est une espèce d'apothicaire qu'on équipera en jump pack, évidemment, qu'on va améliorer en chef librarian pour qu'il puisse faire 2 fois sa capacité combat restauratif, qui permet de soigner en fait d'un des 3 points de vie une figurine dans une unité. De plus, nous allons lui donner le trait de seigneur de guerre Selfless Healer, qui vous permet, au lieu de soigner de D3 points de vie les 2 unités, et de 3 points de vie flat, direct, sachant qu'en plus vous pouvez soigner des personnages. De plus, vous allez pouvoir utiliser le stratagème Combat Revival. Au lieu de payer 1 point de commandement, vous allez payer 0 point de commandement, et vous allez pouvoir ramener à la vie une figurine infantry ou biker, mais en excluant justement les Invader ATV Squad, qui ne sont pas à leur maximum d'effectifs de départ, ramener une figurine. Donc quand c'est des gardes sanguiniens, des vétérans Vanguard, etc., c'est plutôt intéressant parce que l'impact est réel. Ensuite, nous allons lui mettre l'icône de l'ange, donc pour fournir la fameuse relance des chars. Ensuite, nous avons donc les capacités traditionnelles des apothicaires. On a le Narcessium, donc qui donne une Feel No Pain à 6+, contre tout type de blessure à 3 pouces autour de lui, assez anecdotique. Il y a, comme je le disais, le combat restauratif, donc qui permet de soigner une unité infanterie ou biker de D3 points de vie. Bon là, dans notre cas, ce sera de 3 points de vie flat. Et surtout, pour la doctrine d'assaut, nous avons le Blood Calice. Durant votre phase de commandement, vous pouvez sélectionner une unité base ou personnage à 6 pouces de lui. Et jusqu'à votre prochaine phase de commandement, l'unité que vous aurez choisie, qu'elle soit en doctrine dévastateur ou en doctrine tactique, elle sera considérée comme étant en doctrine d'assaut. De plus, bon, c'est un stratagème qu'on utilise pas souvent, parce qu'il faut vraiment que la situation s'y prête, mais si vous avez besoin tour 1 ou tour 2 d'avoir 2 unités en doctrine d'assaut, pour 1 point de commandement, avec Calice Overflowing, vous pourrez utiliser une 2e fois votre capacité Blood Calice, vous permettant ainsi d'améliorer 2 unités base ou personnages pour être considérées en doctrine d'assaut. Passons aux autres unités de la liste. Les unités de soutien. La première unité de soutien va être le commandeur Dante lui-même. On va dire, ouais, le commandeur Dante, il a quand même beaucoup d'attaques, ça a l'air d'être un personnage plutôt offensif. Oui, mais non. D'abord, il est là pour soutenir votre construction de liste, parce que du coup, ce sera notre seigneur de guerre, et il vous donnera, en l'occurrence, vu qu'on est Battleforge et que c'est votre seigneur de guerre, un point de commandement supplémentaire. Et je le rappelle, depuis Néphilim, on ne commence plus à 12 points de commandement, mais à seulement 6 points de commandement. Donc, désormais, les moindres capacités nous permettant d'obtenir un point de commandement supplémentaire assez gratuitement, on est toujours preneur. Ensuite, nous avons la capacité de Death Mask of Sanguinus, qui fait que, peu importe que ce soit des attaques de tir ou de mêlée, nous allons infliger un -1 pour être touché. Autre capacité plutôt rigolote, qui vous permet d'économiser justement des points de commandement. Si votre adversaire arrive à charger votre commandeur Dante, et que celui-ci meurt avant de pouvoir avoir été activé pour combattre, eh bien une fois par bataille, vous allez pouvoir utiliser votre capacité Epic Hero of the Imperium, qui vous permet une fois par bataille de sélectionner une figurine afin d'utiliser un stratagème Epic Deeds pour lui en payant 0 point de commandement. Je suis allé voir les différents stratagèmes Epic Deeds et le seul qui en ressort réellement, c'est le Only Death Those Duty Ends, seule la mort met fin au devoir, qui coûte 2 points de commandement normalement, en l'occurrence coûtera 0, et permettra du coup à votre personnage Adeptus Astar de pouvoir être activé pour combattre avant même d'être retiré comme figurine détruite. Donc à l'heure actuelle, on a un personnage qui potentiellement
peut être amené à être offensif, dans le sens où on va l'envoyer tabasser des gars, il va mourir, c'est pas grave, dans le pire des cas, même si je l'ai pas activé, pour 0 point de commandement, je vais l'activer. Inversement, si vous êtes en défense, que c'est votre adversaire qui vous attaque, qui vous tue, bah c'est pas grave, pour 0 PC, vous allez quand même pouvoir l'activer. Et le bonhomme met quand même des grosses patates de fort, hein. Il a beaucoup d'attaques, il a une bonne force, il a de bons dégâts. Donc faut pas non plus aller le chercher un peu trop gratuitement. Ensuite, en tant que maître de chapitre, donc c'est un capitaine, et il a en l'occurrence les deux capacités. Le Chapter Master, parce que c'est le maître de chapitre des Blood Angels, hein, qui vous permet à votre phase de commandement de choisir l'unité base Blood Angel ou personnage, et de fournir une full reroll touche. C'est-à-dire que vous avez la capacité de relancer tous vos jets pour toucher. Après, c'est vous qui choisissez, hein. Si vous voulez lancer des touches qui ont déjà réussi, c'est votre problème. Mais en tout cas, voilà, peu importe les malus que vous allez pouvoir avoir pour toucher, ceux qui ratent vont pouvoir être relancés. Et bien sûr, vu que c'est un maître de chapitre, il est capitaine, et en tant que capitaine, il a l'aura Rite of Battle, qui permet à toutes les unités bases à 6 pouces d'obtenir une relance D1 pour toucher. Alors dans la liste, on commence avec 3 points de commandement. Vous verrez que je n'ai pas mis le trait de seigneur de guerre pour le commandeur Dante, mais vous pouvez faire le choix de lui donner parce qu'il est plutôt bon. C'est le Heroic Bearing qui vous permet, dans un premier temps, d'améliorer la portée d'amélioration du maître de chapitre et votre aura Rite of Battle. Donc ce ne sera non plus à 6 pouces, mais à 9 pouces que vous pourrez fournir vos capacités. Et dans un second temps, vous allez pouvoir améliorer la caractéristique de commandement d'un point de toutes vos unités bases à 9 pouces de lui. Donc quand on prend en compte l'Astartes Banner de votre Sanguinary ancien qui donne aussi un +1 de commandement, potentiellement quand vous combinez les deux, vous pouvez fournir un +2 aux caractéristiques de commandement de vos unités qui sont à portée des deux auras. Donc quand on commence à avoir des commandements à 10 voire 11 sur certaines unités, c'est plutôt fort. Allez-y, n'hésitez pas à mettre le trait de seigneur de guerre si vous en trouvez l'utilité. Pour ma part, je ne l'ai pas fait par simple économie de points de commandement. Comme autre unité de soutien, nous avons les infiltrateurs que j'ai mis dans la liste. Pourquoi? Dans un premier temps, nous avons leurs Omni-Scramblers qui empêchent les unités ennemies d'arriver à l'étape de renfort à 12 pouces ou moins de vos unités d'infiltrateurs. Donc ça veut dire 12 pouces ou moins, ça veut dire qu'ils sont à plus de 12 pouces. Et pour pouvoir déclarer une charge, il faut être au maximum 12 pouces d'unité ennemie. Si vous êtes à plus de 12 pouces, vous ne pouvez pas déclarer de charge. Donc les stratégies d'adversaires qui, sur un objectif, souhaitent arriver en frappe en profondeur à l'étape de renfort, devront se mettre à plus de 12 pouces et donc ne pourront pas charger votre unité pour potentiellement vous voler votre objectif. Autre petit matériel pour améliorer la résilience de vos unités d'infiltrateurs, le gantelet Helix. Une fois par tour, et non pas par battle run, donc ça veut dire tour de joueur, la première sauvegarde ratée, donc ça veut dire que tant que vous réussissez vos sauvegardes, vous préservez votre gantelet Helix. La première sauvegarde ratée, vous réduisez la caractéristique de dégâts à 0. Et donc c'est là où vos adversaires devront faire très attention. C'est-à-dire que lorsqu'ils tirent avec des unités qui ont des dégâts 1 et des dégâts 2, si vous fait commencer parce que vous êtes Space Marine et vous avez normalement 2 points de vie par figurine dans vos unités, s'il commence par les dégâts 2, vous allez faire vos sauvegardes. La première que vous allez rater, vous allez lui dire non, ça marche pas. Puis ensuite vous allez passer au dégât 1 et là il sera un peu dégoûté. Alors que s'il avait commencé par les dégâts 1, la première sauvegarde ratée, le dégât 1 passe à dégâts 0. Donc ça vous embête un peu plus. Et ensuite, vous lancez vos sauvegardes de dégâts 2. Et là par contre, dommage, vous allez potentiellement perdre un Space Marine par sauvegarde ratée. Bon, bien sûr, si vous êtes un gentleman, que vous jouez à l'intention, vous prévenez votre adversaire, vous êtes fair play quelque part, en lui disant attention, je te conseille de commencer par les dégâts 1 parce que j'ai le gantelet Helix. Après, si vous dites non, je veux que tu commences par les dégâts 2, grand bien vous fasse, il se fera avoir et puis c'est tout. Et enfin, la dernière unité de soutien dans la liste, et c'est pas des moindres, l'une sûrement des plus importantes, l'escouade tactique. Alors j'ai un très gros argument pour l'intégration de l'escouade tactique. Pourquoi cette unité de soutien, elle vaut 90 points. C'est la troupe la moins chère chez les Space Marines. Voilà, ça soutient la liste, vous économisez des points plutôt que de mettre des incurseurs ou des infiltrateurs ou autres unités qui coûtent un peu plus cher. Et bien là, le soutien vient de l'économie de points. C'est tout. C'est le seul argument que j'ai. Bon, fallait bien leur trouver quand même une certaine utilité. Ils sont infanterie, ils vont pouvoir poser des bannières, ils vont pouvoir créer un écran de votre zone de déploiement pour empêcher les frappes en profondeur ennemies, etc., etc. Bref, c'est une unité de gestion, donc de soutien quelque part. Passons aux unités offensives de la liste. Dans les premières unités offensives de la liste, nous avons la Death Company. Celle-ci a déjà une capacité en plus que toutes les autres n'ont pas, c'est la Black Rage, la rage noire.
Donc ça veut dire que de base, durant votre phase de mouvement, vous ne pouvez pas battre en retraite. Il reste jusqu'à la mort. Deuxième point, à chaque fois qu'une unité combat, si elle a fait un mouvement de charge ou une intervention héroïque à ce tour, alors il gagne un bonus de +1 d'attaque à leurs caractéristiques. Alors attention, c'est seulement si vous chargez ou que vous faites une intervention. Si vous vous faites charger, ça ne marche pas. Donc quand on commence déjà à cumuler, ils vont avoir +1 d'attaque parce qu'ils ont chargé en Space Marine avec le Choc Assaut, +1 d'attaque avec la Rage Noire parce qu'ils auront chargé, +1 d'attaque s'ils sont en doctrine d'assaut. Là, ça commence à faire beaucoup d'attaques pour des petits gars en jump pack. +1 pour blesser, parce que Blood Angel. Bref. De plus, à chaque fois qu'une figurine doit perdre un point de vie, vous allez lancer un dé et sur un 6, vous ne le perdrez pas. Donc c'est grossièrement une Feel No Pain à 6. Donc eux n'ont absolument pas besoin d'être à 3 pouces de l'apothicaire pour obtenir la Feel No Pain à 6. Et enfin, dernier point, mais en même temps on va jamais utiliser cette unité pour le faire, mais elle ne peut pas faire d'action. Donc pas de bannière avec eux. Alors bien entendu, en termes de résilience, elles sont un peu moins importantes que d'autres unités que nous verrons un peu plus tard, notamment les Sanguinary Guard. Eh bien vous pouvez quand même, pour une unité de 5, pour un PC, ou si c'est une unité plus nombreuse pour 2 points de commandement, améliorer leur Feel No Pain non pas à 6+, mais à 5+. Et là, on commence à voir quelque chose d'assez intéressant en termes de résilience, en fonction, bien sûr, des dégâts que vous allez subir. De plus, une autre stratégie fort intéressante avec eux, c'est pour un PC si l'unité contient moins de 6 figurines, donc si elle contient 5 figurines ou moins, pour un PC, vous allez pouvoir faire un normal move avant que la bataille ne commence de 12 pouces. Bien sûr, en restant à 9 pouces de toute figurine ennemie. Et ce qui était intéressant, c'est que ce stratagème est utilisé au début du premier round de bataille. Donc ça veut dire que vous savez quel joueur commence. Et si c'est vous le joueur qui commence, vous allez prendre vos petites mesures. Et grossièrement, si vous êtes à 24 pouces d'unité ennemie, ça vous offre une charge. Plutôt facile en plus. Donc ça peut vous permettre une agression tour 1 assez puissante. Donc c'est un stratagème que vous allez devoir prendre en compte lorsque vous allez effectuer votre déploiement. En général, essayez de la déployer en dernier pour voir un peu où se trouvent les ressources importantes de l'adversaire. Comme ça, si vous avez le premier tour, bim, vous lui rentrez dedans. Si vous n'avez pas le premier tour, eh bien vous pouvez potentiellement l'utiliser pour vous repositionner un peu plus safe. Dans les autres unités offensives, nous avons la fameuse unité dont je vous parle, les gardes sanguiniens. Alors déjà, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'on a une sauvegarde à 2+, ce qui vous permet de combiner facilement le couvert léger et l'armure du mépris. Comme ça, vous avez une sauvegarde à 1+ dans le couvert léger, parce que vous avez un +1 à votre sauvegarde. Les PA-1 se transforment en PA0, donc vous restez en sauvegarde à 2+ sur le dé, parce qu'on sait que dans les règles, 1-1 est un échec. Ça veut dire que les PA-2 deviennent PA-1 à cause de l'armure de mépris, et vu que vous êtes en sauvegarde 1+, grâce au couvert léger, vous restez sur votre 2+. Ça veut dire que pour vous faire tomber en sauvegarde 3+, quand vous êtes dans un couvert léger, donc un light cover, il va nous falloir une PA-3, c'est-à-dire la PA équivalente à un canon laser. Parce que la PA-3 devient -2, vous êtes en 1+ grâce au couvert léger, donc 1-2 ça fait 3, enfin dans les règles de 40K, parce que 1-2 ça fait -1, mathématiquement parlant. Bref, du coup, sauvegarde à 1+, avec la PA de -2, vous êtes en sauvegarde 3+. Donc ça reste une sauvegarde plutôt intéressante. Et si en plus vous êtes à 3 pouces de votre Sanguinary Priest, vous avez une Feel No Pain à 6+. Donc vous avez quand même, grâce à votre sauvegarde d'armure, une résilience plutôt intéressante. Ensuite, nous avons le choix entre les Uncarming Axe et les Uncarming Sword. Les deux sont de dégâts 2. La différence va s'effectuer sur la PA et le bonus de force. Je vous ai fait un petit tableau où j'ai pris une figurine de garde sanguinienne. J'ai pris son attaque de base, sans bonus, avec son taux de touche, ses taux de bless. J'ai pas pris d'amélioration genre de reroll touche, de plus 1 pour toucher. Non, j'ai vraiment pris tout nu. J'ai mis ça dans mon tableau de stats et j'ai obtenu ceci. Pour savoir si l'épée est plus intéressante que la hache. Donc puisqu'on a un +1 pour blesser, on aura tendance à le prendre en compte pour faire la différence parce que c'est un bonus qui n'est pas difficile à prendre en compte. Donc du coup, on a une force 4 de base. +1 avec l'épée, donc on monte à force 5 et +2 avec la hache, donc on monte à force 6. Donc ça veut dire que les endurances 4 ou moins. Donc si on doit blesser une endurance 4 ou moins, la force 5 va blesser à 3+, +1 pour blesser, donc à 2+. Vu qu'on a une PA-3 contre une unité Space Marine, par exemple classique, et une sauvegarde à 3+, armure du mépris, notre PA-3 tombe à -2, donc ça fait qu'on a une sauvegarde à 5+. Donc puisqu'on blesse à 2+, on est à 1,48 blessure. Très bien.
Si on prend la hache va aussi blesser à 2+, parce que force 6, endurance 4, 3+, plus 1 pour blesser, donc 2+. Par contre, elle a une PA de -2, donc armure du mépris, PA-1. PA-1, donc sauvegarde à 4 du Space Marine, donc on est à 1,11 blessures. Donc on voit déjà, là-dessus, sur les endurances 4 ou moins, que l'épée est plus intéressante. Ensuite, contre les endurances 5, l'épée va blesser à 4+, avec le +1, donc à 3+. Le Space Marine aura une sauvegarde à 5+, donc on est sur 1,19. Quant à la hache, elle va continuer à blesser à 2+. Mais la sauvegarde ne va pas changer, elle sera à 4+, donc à 1,11. Donc on voit même là, quand l'épée blesse à 3+, alors que la hache à 2+, l'épée reste un peu plus intéressante, parce qu'elle est à 1,19, là où la hache est à 1,11. Montons les paliers d'endurance. L'endurance 6, comment ça se passe? L'épée va blesser à 5+ de base, donc à 4+ avec le +1 pour blesser, et donc du coup, avec la sauvegarde à 5+, via l'armure du mépris, etc., on tombe à 0,89 pour l'épée. Quant à la hache, il va blesser à 4+, donc à 3+, grâce au +1 pour blesser, mais à la sauvegarde à 4+, on est à 0,89. Donc là, dans cette situation-là, on est sur une égalité entre la hache et l'épée. Continuons, qu'en est-il des paliers d'endurance de 7 et plus? L'épée va continuer de blesser sur un 4+, grâce à son +1 pour blesser, et à la sauvegarde à 5+ du Marines et de l'armure du mépris, on est à 0,89. Là où la hache, elle, va aussi blesser à 4+, les endurances 7 et plus, mais avec sa PA-2, l'armure du mépris, etc., on est sur une sauvegarde à 4+, donc on est à 0,67. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne prend pas en compte les invulnérables, dans tous les cas, l'épée sera plus intéressante. Par contre, dès qu'on va commencer à avoir des invulnérables à 4+ qui traînent, potentiellement, en fonction de l'endurance de la cible, la hache va pouvoir être plus intéressante. Je m'explique. Vous chargez une unité qui est endurance 5, invulnérable à 4+. Ça fait que l'épée, dans tous les cas, va blesser à 3+. 3+, sauvegarde à 4+, invulnérable, on est à 0,89. La hache va blesser à 2+, parce que force 6, endurance 5, 3+, et le +1 pour blesser 2+. Sauvegarde de 3+, passe à 4, donc dans tous les cas, il est sur son invulnérable. Là, on est à 1,11. Et donc, on voit que dans cette situation spécifique, la hache aura tendance à être meilleure. Parce que justement, son jet pour blesser sera beaucoup plus simple. J'espère que vous ne vous êtes pas endormi sur ce tableau de statistiques, et nous allons passer à la suite de la vidéo. Donc, continuons sur les capacités régulières des Sanguinary Guard avec l'angélique visage, donc le -1 pour être touché par les attaques de mêlée. Le Air of Ascaelion, donc pour avoir le +1 pour toucher si on est à 6 pouces de notre seigneur de guerre. Mais surtout, le stratagème le plus important à retenir pour la garde sanguinienne, c'est le Unbridled Ardor. Donc vous utilisez ce stratagème à la fin de la phase de charge durant l'étape d'intervention héroïque. Vous choisissez une unité de Sanguinary Guard et vous faites une intervention de 6 pouces. Petite chose intéressante, c'est que les Sanguinary Guard est une unité en jump pack, donc ayant le mot-clé vol. C'est-à-dire que si vous avez une unité ennemie qui est aérodyne, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être engagés que par des unités ayant le mot-clé vol. Si vous avez le moindre aérodyne qui se trouve à 6 pouces de votre unité de Sanguinary Guard, potentiellement, vous allez pouvoir payer un point de commandement, faire l'intervention héroïque durant la phase de charge de l'adversaire, engager l'aérodyne, à la phase de combat, détruire son aérodyne, et ensuite, à votre tour, vous allez justement pouvoir bouger, charger une autre unité. Donc, faites attention si vous affrontez des Blood Angel, et prenez absolument ce stratagème en compte lorsque vous jouez Blood Angel. Il ne faut absolument pas l'oublier, c'est très important parce que c'est une activation que vous pouvez faire pendant le tour ennemi. Dans les autres unités offensives, nous avons les vétérans Vanguard. Ils vont être assez intéressants pour plusieurs stratagèmes. Le premier, pour un point de commandement, Hammer of Wrath, va vous permettre, en fonction des armées que vous allez affronter, d'infliger des mortels en phase de charge. Et c'est assez intéressant car contre certaines figurines qui ne peuvent perdre que un certain nombre de points de vie par phase, notamment les Seigneurs Phénix, vous allez justement pouvoir lui infliger des blessures mortelles à la phase de charge et les points de vie restants à la phase de combat. Parce que ce sont deux phases différentes. Ou tout simplement pour impacter les grosses unités de horde de l'adversaire, par exemple les grosses unités de vinceurs de bataille potentiellement, vous les tuez en phase de charge. Ou alors les Repentia. Les Repentia ont un stratagème qui, même si elles meurent, inflige des blessures mortelles en phase de combat, et vu que là vous allez les tuer en phase de charge, elles ne pourront pas répondre. Donc clairement c'est une unité qui, avec Hammer of Wrath, vous débloque certaines situations. Donc il va falloir réellement le prendre en compte. Dans un second temps, nous avons Meltabomb, que vous allez pouvoir utiliser parce qu'ils ont le mot-clé Meltabomb. Durant la phase de combat, vous allez choisir une figurine de l'unité qui va combattre avec la bombe, donc pas avec ses armes de corps à corps classiques. Si vous réussissez votre jet de touche contre un véhicule, vous allez envoyer 2d3 blessures mortelles, et 2d3, c'est en moyenne 4 blessures mortelles. Donc plutôt intéressant, car lorsqu'on regarde les attaques de griffes et l'attaque d'épée que vous allez pouvoir mettre
et ben contre des véhicules, il y a peu de chances que vous lui fassiez plus de 4 points de vie. Donc, la Melta Bomb peut être intéressante ici. Et enfin, un stratagème qui est très bon, particulièrement dans la stratégie qu'on met en place avec l'objectif secondaire Death from Above, qui consiste à marquer des points de victoire lorsque vous êtes arrivé à une étape de renfort précédente ou à ce tour. Descent of Angel. Pour un point de commandement, vous utilisez ce stratagème à la fin de votre phase de mouvement, vous sélectionnez une unité base Jump Pack, ça tombe bien, ils seront les deux, de votre armée qui est arrivée durant l'étape de renfort à cette phase. Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que vous allez faire un jet de charge, cette unité va pouvoir ignorer tout ou en partie des modificateurs à la charge, donc contre certaines armées c'est très puissant, par exemple nous avons les taux avec les Crisis, qui vous permettent justement pour un PC d'infliger un malus de 2 à la charge. En Death Guard, s'il est inexorable, il peut aussi vous infliger un malus de 2 à la charge. Grâce à ce stratagème, vous allez pouvoir les ignorer. De plus, vous allez bénéficier d'un +1 pour toucher. Et donc si vous n'êtes pas dans une aura de reroll, c'est quand même mieux de toucher à 2+, qu'à 3+. Donc clairement, Descent of Angel est un stratagème qu'il faut garder en mémoire et qu'il va falloir utiliser. Continuons dans les unités offensives avec le Sanguinor. Alors lui est plutôt assez tricky et pas simple à manipuler. Mais c'est, on va dire, la seule unité complexe de la liste qui va vous permettre justement d'acquérir pas mal d'expérience dans les mécaniques d'intervention héroïque. Donc en termes de body, on est plutôt bien, hein, avec 5 attaques, 5 points de vie, une sauvegarde à 2+ de base. Bien sûr, il a aussi une invulnérable à 4+. Hein. Il a une arme de corps à corps plutôt puissante, l'Uncarmine Broadsword, qui est une espèce d'Uncarmine Sword améliorée, parce que vous avez plus de renforce au lieu de +1, une PA-4 au lieu de -3, mais vous gardez des dégâts 2. Par contre, lorsque vous allez faire un 6 non modifié pour blesser, vous infligerez une blessure mortelle additionnelle. Et quand on voit que le Cocao a 5 attaques de base, 6 en charge avec le choc assaut, 7 grâce à votre doctrine d'assaut, touche à 2+, force 6, c'est plutôt intéressant. De plus, il a une capacité d'aura qui est l'aura of fervor. Si jamais la phase de combat s'enlise et dure plusieurs tours, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus de +1 attaque afin de garder votre bonus de choc assaut quelque part sur vos unités autour qui sont engagées. Ce qui vous permet bien entendu de garder un volume d'attaque assez important. Ensuite, nous avons la capacité Avenging Angel, qui vous permet justement de pouvoir déclarer une charge même si vous avez battu en retraite, et en plus, de réaliser une intervention héroïque de 6 pouces. Donc toujours très bon à prendre. Et enfin, sa dernière capacité, qui nous intéresse ici pour la synergie, c'est le Miraculous Savior. À la fin de l'étape d'intervention héroïque durant la phase de charge de votre adversaire, si cette figurine n'est pas sur le champ de bataille, donc puisqu'elle est en jump pack, vous pouvez la mettre en haut dans le ciel, donc en réserve, et bien si elle n'est pas sur le champ de bataille et qu'une unité ennemie a fini son mouvement de charge à portée d'engagement d'une unité Blood Angel amie à cette phase, vous pouvez faire venir à portée d'engagement le Sanguinor, durant donc l'étape d'intervention héroïque, contre l'unité ennemie ayant fini son mouvement de charge contre votre unité Blood Angel amie, et la figurine du Sanguinor compte comme ayant réalisé une intervention héroïque à ce tour. Donc ça veut dire que vous êtes sur un objectif du No Man's Land, votre adversaire va peut-être chercher à charger votre unité, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire intervenir, et le mot est bon, votre sanguinaire dans la mêlée à ce moment-là. Donc en fonction du type d'unité que votre adversaire a envoyé, vous pouvez décider ou non de faire votre intervention héroïque depuis les réserves avec le Sanguinor, et donc pouvoir nettoyer l'unité ennemie grâce à lui. Donc c'est aussi une menace pour votre adversaire, car s'il est mis en réserve, et que votre adversaire ne vous charge pas d'unité, c'est pas grave, vous le faites venir des renforts de manière classique, et donc il va pouvoir scorer des points sur votre objectif secondaire Death from Above. Et si votre adversaire a décidé de charger votre unité avec l'une des siennes, vous pourrez faire intervenir votre Sanguinor si celui-ci a la capacité de survivre, et donc de détruire l'unité ennemie. Nous avons fini avec les unités offensives de la liste, qui en comportent quand même pas mal. Nous allons passer directement à la liste et ses mécaniques. Donc voici la liste. Nous pouvons voir que nous commençons avec des points de commandement à 3 points. Dans la liste, nous avons 25 points de renfort qui vous permettront de modifier en fonction de vos préférences la liste que je vous propose. En assassinat, effectivement, nous jouons 4 personnages, donc nous offrons 13 points potentiellement à notre adversaire. Et en pas de prisonnier, nous sommes à 104 pour l'instant, parce qu'il manque quand même 40 points à mettre en jeu, et donc qui dit 10 points dit potentiellement 12 points donnés si votre adversaire arrive à vous détruire entièrement. Donc, nous avons un détachement bataillon en Blood Angel, classique, avec le commandeur Dante en seigneur de guerre, c'est pour ça qu'on a un petit +1 point de commandement, le Sanguinor, tout nu,
Un prêtre sanguinien que nous avons amélioré en chef apothicaire, à qui on a donné un réacteur dorsal pour qu'il puisse bouger avec le reste de l'armée. Nous lui avons donné le trait de seigneur de guerre, donc guérisseur dévoué, c'est le Selfless Healer, dont on a parlé plus tôt dans la vidéo, et la relique icône de l'ange. En troupe, nous retrouvons les 2 unités d'infiltrator en gantelet Helix et les squads tactiques. En élite, nous avons nos 6 slots utilisés avec le doyen sanguinien, avec la relique colère de Baal, donc Wrath of Baal pour améliorer la mobilité, et le trait de seigneur de guerre, Rite of War, donc rite de guerre, qui donne l'objectif sécurisé sur les unités, bases et personnages à 6 pouces autour de lui. Ensuite, nous retrouvons une unité de 10 vétérans Vanguard en griffe éclair et épée tronçonneuse sur tout le monde, et les réacteurs dorsaux. Ensuite, nous avons 3 unités de 7 gardes sanguiniennes, tous en épée en carmine, mais vous pouvez potentiellement ajouter peut-être 2 haches dans chaque unité en enlevant 2 épées, pour avoir un peu plus de flexibilité en fonction de l'armée que vous affrontez. Tous en bolter Angelus, mais vous pouvez aussi, là, avec les points qui vous restent, ajouter des pistolets infernaux dans chacune des unités. En dernier choix d'élite, nous avons les 5 Space Marines de la Compagnie de la Mort équipés de 4 marteaux tonnerres, d'un qui reste en pistolet bolter et épée tronçonneuse qui va vous servir en fait lorsque vous allez subir des pertes d'enlever celui-ci en premier afin de conserver un maximum de marteaux tonnerres dans votre unité, et bien sûr le tout en réacteur dorsal. Mettre haut dans le ciel, donc quelles sont les unités que nous allons mettre en réserve pour pouvoir scorer sur notre objectif secondaire Death from Above. Dans un premier temps, nous allons mettre notre unité de 10 vétérans Vanguard. Comme ça, ils pourront arriver à partir du tour 2 afin de scorer un maximum de points de victoire. Nous allons pouvoir placer à minima une unité de garde sanguinienne, et en fonction de vos préférences, moi je vous y encourage en tout cas, de pouvoir mettre une deuxième unité de garde sanguinienne, ce qui fait qu'il vous restera une garde sanguinienne sur le champ de bataille et vos Marines de la Compagnie de la Mort. Pourquoi nous faisons ça? Tout simplement car, durant la partie, nous allons pouvoir utiliser un stratagème sur unité de Sanguinary Guard, donc que nous avons déployé avec le reste de l'armée, ainsi que l'unité de Compagnie de la Mort, le stratagème Upon Wings of Fire, qui pour un PC va nous permettre de remonter dans le ciel une de ces 2 unités pour qu'elle arrive le tour prochain à son étape de renfort. Et le tour suivant, rebelote avec la 2e unité, comme ça nous aurons suffisamment d'unités pour maximiser le nombre de points de victoire sur Death from Above. Des fois, il arrivera aussi que durant la partie, ce ne soit pas utile de pouvoir les remettre en réserve pour les faire venir un prochain tour afin de scorer sur Death from Above, parce que les 3 unités que nous aurons déjà mis haut dans le ciel pourront permettre de scorer les 15 points de victoire. N'oubliez pas, il y a une 4e unité que vous mettez en réserve, c'est le Sanguinor, pour pouvoir profiter potentiellement de sa capacité et de sa menace d'intervention héroïque depuis les réserves. Parlons désormais de la phase de commandement, car elle est très importante. Vous avez énormément de capacités à activer. Commençons par le commandeur Dante et sa capacité Chapter Master qui va vous permettre de fournir une full reroll des jets pour toucher à l'une de vos unités bases ou personnages. Ensuite, vous avez le Sanguinary Priest qui vous permet de donner la doctrine d'assaut à l'une de vos unités bases ou personnages. Enfin, vous avez le Sanguinary Ancien qui va vous permettre, grâce au Chapter Banner, de donner un +1 pour toucher. Et donc, lorsqu'on cumule tout ça, potentiellement, vous pourrez avoir une unité qui sera en 3+ full reroll des touches grâce au Chapter Master du commandeur Dante, et une autre unité qui sera en 2+ pour toucher, potentiellement avec une reroll des 1 si le commandeur Dante n'est pas très loin grâce à sa capacité Rite of Battle, et en fonction de vos préférences, et là où vous devez impacter, l'une des 2 unités pourra bénéficier de la doctrine d'assaut grâce au Blood Calice de votre prêtre sanguinien. Maintenant, passons aux variantes. Dans les variantes, nous allons pouvoir justement retirer le commandeur Dante pour favoriser ce que j'appelle le chapelain bodyguard. D'abord, ce chapelain, donc vous le prenez primaris à moto, car comme ça vous bénéficiez de sa mobilité importante. Vous l'améliorez en Master of Sanctity, qui va vous permettre de bénéficier de plusieurs litanies de bataille. La première, que tous les chapelains ont de base, la Litany of Hate, qui donne une full reroll des jets pour toucher aux unités bases et personnages à 6 pouces autour du chapelain. Donc vous sacrifiez en fait, en retirant le commandeur Dante, une full reroll touche qui fonctionne aussi au tir, et pas qu'en mêlée. Là, pour le chapelain, ce sera qu'en mêlée. Donc à 6 pouces autour de lui. Bien entendu, en première litanie, vous lui prenez la Litany of Face, qui va vous permettre en fait d'économiser le trait de seigneur de guerre Soul Warden, qui offre une 5+ Feel No Pain contre les blessures mortelles.
Bien entendu, comme dernière litanie à prendre en compte, le Cantique de haine, qui vous permet d'avoir un bonus de +2 à la charge. Donc certes, vous n'allez pas pouvoir combiner le +2 à la charge du chapelain et votre tactique de chapitre, mais cela permet aux unités qui accompagnent votre chapelain de bénéficier du +2 à la charge, et les autres unités qui sont au-delà de l'aura du chapelain, de bénéficier de votre tactique de chapitre. À cela, en trait de seigneur de guerre, en utilisant le stratagème Warlord Trait de Nephilim, nous allons pouvoir lui donner le Wise Orator, parce que évidemment, le chapelain bodyguard sera notre seigneur de guerre puisqu'on a enlevé Dante. Ensuite, nous allons utiliser le stratagème Angel Exemplar pour un point de commandement qui va nous permettre de donner un deuxième trait de seigneur de guerre, mais cette fois-ci, on devra le prendre dans les traits Blood Angel. Et dans les traits Blood Angel, notamment, nous avons le trait Artisan of War qui va nous permettre d'utiliser une relique des équipements spéciaux, que ce soit l'Adamantine Mantle, l'Artificer Armor, Mastercrafted Weapon ou Digital Weapon. Et dans ce choix, nous allons opter pour l'Adamantine Mantle qui va offrir une Feel No Pain 5+ générique à votre seigneur de guerre, donc au chapelain. Ensuite, au niveau des reliques, avec le stratagème ici aussi de Nephilim, pour un point de commandement, pour notre seigneur de guerre, nous allons lui offrir l'armure Indomitus du Codex Space Marine. Donc nous allons gagner déjà un +1 sur notre caractéristique de PV, montant du coup à 8 points de vie, au lieu de 7. Ensuite, il va bénéficier d'une sauvegarde d'armure à 2+, et une fois par bataille, d'une invulnérable à 3+. Donc, quand on combine un peu tout ça, nous avons un chapelain avec l'armure d'Indomitus, 8 points de vie, save à 2, 1 vue à 3+, une fois par bataille, et dans le pire des cas, il a son invulnérable natif de chapelain de 4+. Feel No Pain à 5, donc on voit qu'on commence à avoir une bonne résilience sur notre chapelain, que l'on peut combiner parce qu'il est primaris à la transhumaine pour un point de commandement, afin d'être blessé que sur du 4+. Et nous avons un autre stratagème en Blood Angel, et c'est pour ça qu'on l'appelle chapelain bodyguard, donc garde du corps, c'est l'Angel Sacrifice, qui pour un point de commandement, durant une phase de combat, peu importe que ce soit la vôtre ou celle de votre adversaire, vous sélectionnez un personnage Blood Angel de votre armée jusqu'à la fin de la phase. À chaque fois qu'une unité ennemie est éligible pour combattre, si les figurines de cette unité sont à portée d'engagement du personnage, alors votre adversaire ne peut sélectionner comme cible de ses attaques que votre personnage. Attention, petite parenthèse, depuis la FAQ du Codex Blood Angel, Games Workshop a bien précisé à travers une question et une réponse que les figurines de l'unité ennemie sélectionnée n'étant pas à portée d'engagement du personnage pourront attaquer d'autres unités qui sont à leur portée. Donc vous ne pourrez pas bloquer une unité entière. Par contre, puisque le socle de votre chapelain est assez impressionnant, eh bien ce sera à vous de maîtriser son placement afin d'avoir un maximum de figurines ennemies à portée d'engagement de celui-ci, afin d'empêcher que l'adversaire ne puisse taper une autre unité Blood Angel. Donc lorsque vous jouez le chapelain bodyguard, quand vous utilisez Angel Sacrifice, essayez de lancer une transhumane en fonction de son utilité, parce que si sans transhumane, votre adversaire vous blesse de toute manière sur 4+, économisez vos points de commandement évidemment. Mais surtout, c'est que pour pouvoir encaisser, vous allez pouvoir utiliser l'armure d'Indomitus pour avoir une invulnérable à 3+, si votre sauvegarde d'armure à 2+ ne suffit pas. Et pour les invulnérables à 3+, que vous allez rater, les dégâts, vous allez pouvoir les annuler sur 5+. Donc c'est très difficile de détruire le chapelain lorsque toute la combo est lancée. Bien entendu, vous avez une autre variante du bodyguard, c'est le Capi Bike, donc le capitaine sur moto. Puisqu'on ne joue pas justement Dante, nous allons prendre un capitaine, que nous allons améliorer en maître de chapitre pour avoir une source de full reroll touche. Entrée de seigneur de guerre, puisqu'on n'a pas accès aux litanies, nous allons lui donner le Soul Warden pour avoir la Feel No Pain à 5+ contre les blessures mortelles à tous les copains à 6 pouces autour de soi. Nous allons donner Artisan of War et le manteau d'Adamantine. Au niveau des reliques, même travail, l'armure d'Indomitus. Donc nous avons un personnage qui est non pas à 6 points de vie, mais à 7 points de vie, save à 2 et potentiellement invulnérable à 3+, sachant que les capitaines ont une invulnérable native à 4+ dans le pire des cas. Donc quand on combine, on a l'armure d'Indomitus comme le chapelain avec la cape d'Adamantine. Nous pouvons utiliser Angel Sacrifice pour justement bloquer des attaques de l'adversaire. Par contre, pour ce qui est de la transhumane, nous pouvons l'oublier car notre Capi Bike n'est pas du tout primaris. Autre petite variante que vous pouvez ajouter dans la liste en remplacement de Dante, c'est ce qu'on appelle le Capi Obsèque No Obsèque. Pourquoi le Capi Obsèque? Déjà, vous allez lui donner entrée de seigneur de guerre, le rite de guerre, qui va donner objectif sécurisé aux unités personnages et base, donc il est lui-même personnage, donc il sera objectif sécurisé. Bien entendu, vous le mettez en jump pack pour pouvoir suivre le reste de votre armée. Vous pouvez potentiellement, si vous souhaitez, utiliser
utiliser le stratagème Angel Exemplar pour lui donner le Soul Warden afin d'avoir une fine low pain contre les mortels, qui est bien utile dans de nombreuses confrontations, que ce soit les Tyrannides, les Thousand Suns, les Grey Knights, les Eldar. Et puis ensuite, il y a différentes factions qui, via des stratagèmes, peuvent infliger des mortels. Notamment, potentiellement, les Harlequins. Des fois, ça peut être les Orques. Enfin bref. De nombreuses factions ont ces capacités. Vous pouvez, si vous avez besoin d'une source de full reroll touche, lui donner l'amélioration Chapter Master pour avoir l'accès à une full reroll touche pour vos unités bases et personnages. Au niveau des armes de mêlée, vous pouvez lui fournir une lame relique qui pour seulement 10 points vous donne un +3 en force, donc vous montez à force 7. Avec un +1 pour blesser, vous êtes plutôt tranquille. Une PA -3 voire -4 en doctrine d'assaut, donc très intéressant. Et des dégâts 2, donc qui sont l'équivalent de ce que possède le commandeur Dante. Et enfin, au niveau de la relique, pourquoi le No Obsèque? C'est le Visage of Death comme relique. Premier point, comme pour les Sanguinaires Regard qui ont l'angélique visage, vous aurez le Visage of Death, donc vous infligerez un malus pour être touché contre les attaques de mêlée. Et enfin, le dernier point, qui est assez important, c'est le porteur gagne la capacité suivante, Visage of Death Aura. Quand une unité ennemie est à 3 pouces de cette figurine, elle perd la capacité objectif sécurisé. Donc ça veut dire que votre personnage est objectif sécurisé, et donne objectif sécurisé aux copains à côté du moment qu'il soit base ou personnage, grâce au trait de seigneur de guerre Rite of War. Si vous avez besoin de prendre le contrôle d'un objectif primaire de votre adversaire, vous envoyez votre personnage, vos copains à côté pour contrôler l'objectif parce que vous serez objectif sécurisé, et dans le pire des cas, si votre adversaire a aussi l'objectif sécurisé qui a plus de figurines que vous mettez votre capitaine à 3 pouces de cette unité ennemie, et elle perd directement l'objectif sécurisé. Alors bien sûr, faites attention que l'unité ennemie ne puisse pas faire d'intervention héroïque, sinon elle va vous impacter et essayer de vous tuer. Et d'un autre côté, si vous êtes le deuxième joueur et le dernier à jouer, vous pouvez potentiellement faire une petite advance avec votre capitaine tout seul, prendre le contrôle d'un objectif à l'adversaire afin de maximiser vos points de primaire et points de primaire bis potentiellement, parce que de toute manière votre personnage sera objectif sécurisé, et en plus vous allez pouvoir potentiellement enlever l'objectif sécurisé aux unités ennemies qui contrôlaient l'objectif marqueur. Et du coup avec une seule figurine, vous pouvez prendre le contrôle d'un objectif. Et donc lorsque vous devez faire une guerre au primaire, c'est une variante du capitaine qui est très intéressante. Mais bien entendu, elle vous demande un certain doigté en termes de positionnement, parce que la moindre erreur peut vous être fatale. Et là, on n'est clairement pas sur un personnage qui est là pour encaisser comme les deux autres versions Bodyguard que je vous ai proposées. Et bien sûr, le coût en points de commandement des versions diffère énormément, parce que vous êtes sur un coût de 3 points de commandement pour le chapelain et le capitaine Bodyguard, alors que sur celui-ci, potentiellement, c'est 2 points de commandement pour le rite de guerre et le Visage of Death, sans prendre en compte le Soul Warden potentiellement. Voilà pour les différentes variantes, et nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.